Bonjour Emmanuel et bonjour à tous. Cette semaine, Les Nouveaux Chemins vous propose de redécouvrir une série d'émissions diffusée en septembre 2011 et consacrée à Dostoïevski. Cette émission ne serait pas ce qu'elle est sans Geneviève Méric, Géraldine Mosna-Savoie, Tristan Grenassia et Sophie Marchand, et elle est réalisée cette semaine par Gilles Davidas, avec aujourd'hui à la technique Kamel Salifou. À nouvelle semaine, nouveau thème. Et c'est une grande semaine qui commence pour nous. Une semaine de 4 jours dans un univers où les impressions précèdent les idées, où le sous-sol éclaire la liberté humaine, où le Christ est idiot et épileptique, et où les hommes sont une fêlure dans le vide indécidable qui sépare le crime du châtiment. Les brouillons bouillonnants et illisibles de Dostoïevski ont donné lieu à des dizaines de milliers de pages. Homme de presse, obsédé par l'actualité, ancien bagnard dont le témoignage inaugure un siècle avant Solienitsyn, la littérature de l'enfermement, Dostoïevski est hanté par le conflit entre la vie et l'utopie, entre le bien et le mal, c'est-à-dire par les affres de la liberté humaine, qui fait de l'homme et du personnage de roman non pas des types, des caractères, mais des gouffres complexes et béants que l'écrivain explore sans leur assigner de trajectoire fixe. Demain, mardi, Jean-Louis Baquès se fera juge et criminel en nous parlant de crime et châtiment. Mercredi, Michel Elchaninov nous proposera une double lecture, à la fois philosophique et littéraire, des frères Karamazov. Et jeudi, c'est Anne Koldéfi-Focard qui nous entraînera dans les carnets du sous-sol. Mais aujourd'hui, c'est André Markovitz, le traducteur en chef de l'œuvre de Dostoïevski et premier passager de ce train qui conduit le prince Mychkine, l'idiot, vers Saint-Pétersbourg. Что, зябко? Очень. Я, знаете, даже не думал, что у нас тут так холодно. Из-за границы, что ли? Да, из Швейцарии. Эй, ведь вас! И долго вы там пробыли? Dans un des wagons de troisième, dès l'aube, deux passagers s'étaient retrouvés face à face, près de la fenêtre. Tous deux des hommes jeunes, tous deux quasiment sans bagages, tous deux habillés sans recherche, tous deux assez remarquablement typés et qui tous deux avaient finalement éprouvé le désir d'engager la conversation l'un avec l'autre. S'ils avaient su tous deux qui étaient l'un et l'autre, et ce qui les rendait si remarquables à cet instant, ils auraient eu de quoi s'étonner, bien sûr, de ce que le hasard les eût placés si étrangement l'un en face de l'autre dans ce wagon de troisième de la ligne Pétersbourg-Varsovie. Да господин Павлищев, который меня там содержал, 2 года назад помер. Я писал потом сюда генеральше Япончиной, моей дальней родственнице. Bonjour André Markovitz. Bonjour. Il est facile de vous présenter puisque vous avez traduit toutes les œuvres de fiction de Dostoïevski et vous vous attelez désormais à Pouchkine, auquel vous venez de consacrer un ouvrage intitulé Le Soleil d'Alexandre, le cercle de Pouchkine, paru aux éditions Actes Sud. Dans l'extrait que je viens de lire, qui ouvre le roman de l'idiot, qui est le deuxième paragraphe, j'ai évidemment fait exprès de commencer en lisant ce texte, puisque vous dites vous-même dans l'introduction, André Markovitz, que dès le début de ce roman, une répétition, une lourdeur étonnante s'installe et que cette lourdeur donne l'une des clés du roman. L'un et l'autre. C'est un roman du double impossible. Et si on rend du double impossible et de l'idée fixe. Le double impossible, c'est... voilà, ils sont... Alors, qu'est-ce que c'est en plus l'un et l'autre? C'est l'un qui regarde l'autre. L'un en face de l'autre. Un autre des thèmes de l'idiot, c'est le thème du regard, insupportable. Et donc on a dans ce paragraphe, en fait, tous les thèmes de l'idiot. La gémellité, l'impossibilité d'être face à soi-même et face à l'autre. Et puis une autre chose qui était rigolote quand j'ai appris ça, c'est que les lecteurs de 1868, quand ils ont découvert ce livre, ont été sidérés par une nouveauté littéraire qui n'est pas du tout la mise en place de l'idée fixe, pas du tout. C'est le premier roman qui commence dans un train. C'était la modernité absolue. Mais aussi, d'un autre côté, la façon dont le train est décrit. C'est aussi la façon dont
l'idiot parle de la pensée du condamné à mort, dont la pensée marche comme une locomotive. Au début, en russe, как машина, comme une machine. Et donc, au début, j'ai pensé à traduire comme une machine. Et je me souviens du choc que j'ai éprouvé quand j'ai vérifié dans le dictionnaire russe du 19e siècle le sens particulier du mot machine. Machine signifie locomotive. Ce motif du double sur lequel vous insistez, qu'on a entendu dans ce premier paragraphe, où on a tous deux des jeunes hommes, tous deux quasiment sans bagage, tous deux habillés, cette insistance sur cette dualité, on la retrouve effectivement tout au long du roman, elle est véritablement structurelle, puisque le double, ce motif de la dualité se retrouve à la fois dans les personnages, puisqu'on a d'un côté le prince Mishkin, l'idiot, et de l'autre Rogojine, qui est à la fois son double, son opposé, mais son frère. Et on sait que Dostoïevski, à la base, voulait ne faire qu'un seul personnage. Absolument. En fait, l'idiot, il y a deux romans qui s'appellent l'idiot. Le premier, j'en ai traduit comment dire, j'ai traduit les brouillons. C'était absolument passionnant de traduire ça parce que donc il a commencé par écrire l'histoire d'un personnage qui n'était pas humble, je mets humble entre guillemets parce que c'est le mot de Dostoïevski, mais orgueilleux. Et on le voit dans ses brouillons raconter l'histoire de ce personnage. Dostoïevski, comment vous dire, avait toujours besoin d'argent, vous savez. Et donc il avait pris une avance et pendant très 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 longtemps, il réfléchissait au développement du roman, pas au développement de l'intrigue, au développement des images. Il disait une chose absolument magnifique. Il disait ce qui compte dans le roman, c'est le poème. C'est-à-dire justement la structure des images. Bref, au dernier moment, il s'est rendu compte qu'il était très en retard. Et on le voit à un certain moment retourner son cahier, abandonner l'histoire de l'idiot orgueilleux qui va devenir 2 ans plus tard Stavrogin des démons, retourner le cahier et se mettre à écrire quasiment sans brouillon l'idiot. Il a écrit le premier livre de l'idiot en 2 semaines. C'est intéressant ce geste de retourner le cahier. On a là cette dualité. Voilà. C'est comme s'il il abordait le même personnage sous une facette différente. Exactement. Vous imaginez les 300 premières pages, le premier livre de l'idiot en 2 semaines. Et cette fièvre, cette espèce de frénésie, j'allais dire de locomotive, elle est aussi à l'image du roman. C'est aussi l'image de l'épilepsie. Voilà, oui, on a là toute une espèce de... Toutes les images sont ensemble. Elle est fière de ses bijoux, comme les autres. Elles font tout un peu la petite bouche. Elle préférerait des attentions délicates, mais tout de même. Aux purs esprits de ton genre, elles ne sont pas fâchées de montrer leurs petits cadeaux. Mais toi, pourquoi la poursuis-tu? Je suis pas ton rival, tu le sais très bien. Alors qu'est-ce que tu fais ici? De lui rendre la paix, Parfione. Et tu crois qu'un marchand de farine est obligatoirement si bête qu'il ne peut pas comprendre que c'est pire que si tu voulais coucher avec elle? Mais ça vaut mieux pour toi, je t'assure. Maintenant, je la connais bien, va. Les autres, elles font tout un peu l'histoire autour du lit, mais il vient un moment où tu les trouves, elles pas, jamais. Tu la serres fort, tu crois la tenir, parti, escamoté. Et c'est à cause de toi. Et tu oses la relancer chez moi, tu viens me braver dans ma maison. Quelle haine il y a dans tes yeux. Oh, je ne sais plus. Même à mon meilleur ami, je ne raconterai pas tout ça. Et toi, tu saisis peut-être? En venant chez toi, j'espérais te voir. Je te comprends très bien, tu sais. Je t'aime aussi. Doucement. Avant de t'attendrir, tu dois savoir qu'il y a des moments souvent où je pense à te tuer. Oui, je l'ai senti. Tu es venu quand même. Pour te montrer que c'est une idée qui te ronge, mais une idée seulement. Tu ne le feras pas. Tu crois? Tu vois ce couteau? Je le prends ainsi souvent. J'imagine. Non, je ne veux pas, mais ne me pousse pas à bout, attends! Attends. Cette croix, tu l'as sur toi? Toujours. Montre-la moi.
Tu veux me la donner? Oui. Tu me donneras la tienne en échange. Oui. Nous serons frères. Désormais, ce ne sera plus possible que je pense encore à te tuer. Merci. Et je pourrais dire à Anastasia que nous sommes amis maintenant. C'est la vérité. Et va-t'en. Tu es mon frère, mais c'est mieux que tu ne m'en demandes pas trop, va-t'en. André Markovitch, tout semble opposer le prince Mychkine et Rogojine. L'humble compassion de l'un n'a d'égal que la passion dévastatrice de l'autre. L'amour-compassion de l'un n'a d'égal que l'amour passionné de l'autre. Mais tous les deux aiment la même femme. Ce qui fait deux personnes qui s'opposent, qui s'affrontent. Et pourtant, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, qui est un extrait du film de Georges Lampin, qui adapte donc l'Idiot au cinéma avec Gérard Philippe dans le rôle du prince Mychkine, on entend cette tendresse, comme malgré lui, Rogojine se voit, s'admire lui-même étant tendre envers le prince Mychkine. Il a une tendresse pour lui. Comment explique-t-on cela? Mais je pourrais pas. Je sais. Écoutez, moi je vais partir d'un autre point de vue. Nastasia Philippovna, de qui elle a peur? Elle n'a pas peur de Rogojine. Elle a peur de Mychkine. Elle sait que Rogojine va la tuer, mais c'est pas de lui qu'elle a peur. Ce que cette scène absolument sublime de la visite de Mychkine dans la maison de Rogojine, c'est une scène là encore double. Parce qu'on a l'impression que c'est Mychkine qui va expliquer quelque chose à Rogojine. Mais on comprend bien que c'est Mychkine qui ne comprend pas ce qui se passe. Et c'est Rogojine qui lui dit, mais si ça se trouve, ta pitié, elle est encore bien pire que mon amour. Oui, il faudrait être fou pour comprendre que c'est plus grave que de vouloir mettre sa femme dans son lit, dit-il. Mais bien sûr. L'Idiot, c'est le roman du trop. C'est-à-dire vous savez, la base de l'Idiot, c'est quoi? Dostoïevski est parti d'une question toute bête. Quel est le seul personnage positif non comique de la littérature, de la culture européenne? Non comique, donc ça veut dire pas Don Quichotte. C'est le Christ. Qu'est-ce qui se passe quand le Christ revient sur Terre? C'est des catastrophes pas possibles. Parce que le Christ sur Terre est radicalement impossible. Et c'est comme ça qu'on peut lire d'ailleurs la figure du prince Mychkine dans l'Idiot. Mais bien sûr. Si le prince Mychkine, si l'Idiot est lui-même la figure de Christ, alors ce roman tend à montrer que le Christ ne peut pas vivre sur Terre et qu'il fait du mal autour de lui. Sa bonté ne peut que produire du mal. Il ne peut que produire des catastrophes. C'est soit le monde, soit le Christ. Sauf que il y a une expression très bizarre en russe où il parle de la lumière d'une icône, de la lumière divine, et il parle d'une lumière non appelante. Non appelante. Qui est la plus terrible. La plus insupportable. Vous savez, l'Idiot vient... une des sources de l'Idiot, c'est une pièce de Pouchkine, une pièce en 5 pages, Mozart et Salieri, qui est vue du point de vue de Salieri. Salieri pose la question de savoir pourquoi est-ce que lui, qui aime la musique, il peut plus vivre, il peut plus, alors que Mozart, qui fait rien, qui travaille pas, est un génie. Pourquoi est-ce que Mozart rend la vie impossible à tout le monde? Et la réponse de Mozart, c'est un sourire. Dieu est Dieu parce qu'il est Dieu. C'est tout. Mais la différence de Mozart, il me semble, Mychkine essaye de répandre son amour. Il dit aux autres qu'il les aime. Et on a entendu dans l'extrait qu'on vient d'entendre, il dit à Rogojine, je t'aime. Il lui dit directement, alors que c'est son ennemi premier. Bien sûr, mais et quel est le résultat? Mais peut-être que le mal vient de là, justement. Peut-être que le mal qu'engendre le prince vient de son incapacité à exprimer. Et le seul moment où il est sauvé... Dans les bons termes, son amour. Le seul moment où finalement, où le prince Mychkine est sauvé involontairement, c'est quand il voit le couteau de Rogojine sur lui et qu'il dit « Parfum ni virio ».
Parfion ni vero. J'ai traduit ça littéralement parfion, je ne crois pas. J'ai traduit ça par je ne peux pas croire. Si j'avais traduit je ne crois pas, on aurait pu croire que c'est une phrase inachevée. Je ne crois pas que. Non. Et ce moment où lui-même a un doute, il est pris par la crise d'épilepsie et Rogojine ne le tue pas. Mais vous avez dit tout à l'heure que le prince Mishkin ne comprenait pas, que c'était lui qui ne comprenait pas ce qui se passait. Bien sûr, il ne comprend rien. Ce qui nous amène à la définition même de l'idiotie. Pourquoi est-il idiot? Est-il idiot parce qu'il est plus doux et bon que les autres, ou au contraire est-il idiot parce que sa bonté l'empêche de comprendre les autres? Ça, Comment comprendre ce terme-là d'idiot? Ça, j'entrerai pas là-dedans, c'est pas mon problème. Je veux dire, moi je suis traducteur. Ça, c'est à vous de dire. Mais c'est absolument clair que le personnage aveugle, c'est Mishkin. Un mot exprime à lui seul ce double caractère, solitaire et inconnaissable, de toute chose au monde. Le mot idiotie. Idiot signifie simple, particulier, unique. Puis par une extension sémantique dont la signification philosophique est de grande portée, personne dénuée d'intelligence, être dépourvu de raison. Toutes choses, toutes personnes sont ainsi idiotes dès lors qu'elles n'existent qu'en elles-mêmes, c'est-à-dire sont incapables d'apparaître autrement que là où elles sont et telles qu'elles sont. Incapables donc, et en premier lieu, de se refléter, d'apparaître dans le double du miroir. André Markovitch, le prince Mishkin serait-il idiot en ceci qu'il est incapable d'apparaître autrement que là où il est, que tel qu'il est? C'est un texte remarquable. C'est Clément Rosset qui a écrit ce texte dans le traité de l'idiotie. C'est un texte absolument remarquable. On dirait que c'est un résumé du roman de Dostoïevski. Et je pense que c'est ça. Absolument. L'idiot ne peut pas jouer. L'idiot ne peut pas mentir, ne peut pas être ce qu'il n'est pas. Rogojine non plus. C'est cela, voilà. C'est justement ça qui est intéressant dans ce texte, c'est que Clément Rosset fait de l'idiotie un mode d'être au monde, et le fait d'être incapable pour chacun d'être autre chose que ce qu'il est. Donc ça nous ramène à la question de savoir ce qui fait que le prince lui-même est idiot. De la part de la société de Saint-Pétersbourg dans laquelle il arrive, son idiotie vient tout simplement du fait qu'il est considéré comme étant simple et comme faisant partie d'un autre univers qui n'est pas régi par les mêmes codes, par les mêmes lois. Et on lui dit d'ailleurs plusieurs fois de manière frontale, mais vous êtes idiot, vous êtes simple. Vous êtes idiot. Mais simplement, il est, comme il ne peut pas dire autre chose que ce qu'il pense, et comme il ne pense que selon, un seul axe, et qu'il est inoffensif, c'est-à-dire sans défense. Il est insupportable. Parce qu'on ne peut tenir qu'en jouant, on ne peut tenir qu'en mentant. On ne peut pas dire la vérité tout le temps. C'est juste très fatigant. Il rend donc la vie absolument impossible. Et en cela, on retrouve la vision christique du prince. Si on compare le prince au Christ, on le situe dans un autre univers et on fait de sa présence au monde une incapacité, une impossibilité. Le prince vit dans un autre espace-temps. Oui, mais comment vous dire? Il amène l'apocalypse, c'est-à-dire le jugement dernier. Et c'est un jugement dernier qui est d'autant plus insupportable que c'est un jugement intime. C'est pas lui qui juge, c'est les autres qui se jugent dans leur regard, dans son regard. C'est ce qui arrive avec... il est en quelque sorte le catalyseur, le révélateur du regard intime que chacun se porte sur soi-même. C'est en ça que
le mot miroir du texte de Clément Rosset est très intéressant parce que c'est un anti-miroir. C'est celui qui montre, je ne sais pas comment expliquer ça. Il ne reflète personne. Il ne reflète personne. Voilà. C'est les gens qui se voient dedans. Voilà. C'est affreux, ça. Est-ce que c'est pour ça que vous avez écrit dans l'introduction à votre traduction que vous vous êtes demandé, en traduisant ce livre, mais comment un homme a-t-il pu écrire cela? À quoi est-ce que vous vous référez par ce cela? Est-ce que c'est cette vérité-là du prince? Ou cette absence de vérité, justement? Vous savez, quand on traduit l'idiot, on est pris dans... Enfin, moi, c'est un souvenir... Bon, maintenant, ça fait 20 ans que je l'ai fait. Et j'ai toujours ce souvenir de fièvre. L'image centrale, à part l'image de la locomotive, donc ce qui est en même temps l'image, vous savez, de cet insecte terrible, parce que c'est la même chose, le carapace, de cet insecte qui arrive dans le rêve d'Hippolyte. Il y a ça, et puis il y a une autre image absolument insupportable, c'est l'image des yeux. Ce qui m'a vraiment pendant très longtemps poursuivi, c'est la question de savoir qui regarde qui. Par exemple, combien de fois est-ce que Rogojine apparaît réellement dans le roman en tant que personnage? Finalement, très peu. Il y a quelques scènes, 4-5 scènes. Peut-être un peu plus, mais pas beaucoup plus. Mais on a l'impression qu'elle est toujours là. Et c'est ce regard, comment vous dire, en face dans la nuque, qui était très très dur. Je ne veux pas faire de la psychologie là-dessous, mais c'est un truc dur. Ensuite, il y a une autre chose qui est passionnante. C'est la façon dont, dans l'idiot, absolument tout est vivant. C'est-à-dire, il n'y a pas d'objet. Vous savez, quand la grande crise d'épilepsie de Mychkine donc se forme et qui voit dans la vitrine ce couteau. Mais le mot couteau, le mot poignard n'apparaît qu'au bout de 20 pages. Il y a soit l'objet, soit ça, je me souviens plus, mais oui, mais ça c'est très très compliqué. Il y a toutes sortes de trucs comme ça. Vous avez parlé de l'épilepsie. L'épilepsie est bien plus que la maladie du prince. Et d'ailleurs, lui-même se demande si c'est bien une maladie. L'épilepsie peut être considérée comme étant la structure même du roman. Alors, et cette structure épileptique toujours vivante dont vous parlez, je vous propose d'écouter un des textes tout de suite, qui est lu par Georges Claes, où le prince Mychkine lui-même réfléchit à sa propre crise d'épilepsie. Écoutez. Il réfléchit entre autres au fait que dans l'état épileptique, il y avait un degré précédant juste la crise en tant que telle, si seulement cette crise arrivait en plein jour, quand, brusquement, dans la tristesse, dans la nuit spirituelle et l'oppression, son cerveau, par instant, semblait comme s'embraser, et toutes ses forces vitales se tendaient à la fois dans un élan extraordinaire. La sensation de la vie, de la conscience de soi, décuplait presque au cours de cet instant qui se prolongeait le temps d'un éclair. L'esprit, le cœur s'illuminaient d'une lumière extraordinaire. Tous ces troubles, ces doutes, ces inquiétudes semblaient s'apaiser, tous à la fois, se résolvaient en une sorte de tranquillité supérieure, de joie complète, lumineuse, harmonieuse, et d'espoir plein de raison, plein de la cause définitive. Mais ces moments, ces éclairs n'étaient encore que le pressentiment de cette seconde définitive. Oui, une seconde, jamais plus, par laquelle commençait la crise proprement dite. Cette seconde était bien sûr insupportable. Pensant plus tard à cette seconde, la santé retrouvée, il se disait souvent « tous ces éclairs, ces illuminations de la conscience de soi, de cette sensation de soi à l'état supérieur, et donc alors de l'existence supérieure, n'étaient rien d'autre qu'une maladie, une transgression de l'état normal, et s'il en était ainsi, ce n'était pas du tout une existence supérieure, mais au contraire, cela devait ressortir à l'existence la plus inférieure. » Et malgré tout, il était quand même enfin parvenu à une conclusion parfaitement paradoxale. Quelle importance que ce soit une maladie, avait-il enfin conclu.
Si l'épilepsie est une existence supérieure, alors elle n'est pas vraiment une maladie, ou alors peu importe qu'elle soit une maladie, de même que si l'idiotie est ce qui rend le prince bon, et l'idiotie ne se situe que dans le jugement que les autres portent sur lui, alors peu importe que l'on soit idiot ou intelligent, André Markovitch. Ouais, moi, j'écoutais Georges Claes lire ça, et je me souvenais que mon impression quand je traduisais ça, c'était que mais où est le point? C'est très compliqué parce qu'il y a, j'ai pas le texte sous les yeux, j'ai pas. Mais en gros, je me souviens, il y a quoi? Dans ce texte, il y a 2, 3, 4 phrases. Et c'est une accumulation de propositions, de virgules, mais de choses. Et comment dire? C'est voilà, une accumulation. Cette accumulation, à partir d'un certain moment, devient insupportable. Elle devient insupportable, là il y a la crise, et je parle pas simplement de la phrase, mais de la structure du roman, et cette seconde vaut l'éternité. Il parle d'une seconde définitive, l'expression est remarquable. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle est définitive un instant. On a là cette opposition que on retrouve cette structure du double, mais entre l'instant et la durée. Et la crise d'épilepsie est ce qui permet d'hypostasier une seconde en une éternité. Voilà. Avec en plus une autre chose, une autre expression absolument hallucinante, c'est semblait comme. Cela semblait comme. Et l'incertitude certaine, l'incertitude évidente, l'incertitude, comment vous dire, explosive. Ça, c'est une autre structure du roman. Absolument. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Parce que vous insistez beaucoup sur cette importance du lexique, du doute, ou de sembler, peut-être qu'une certitude, peut-être, enfin, cette espèce d'oxymore où on a à la fois un mot qui exprime une certitude absolue et juste à côté un mot qui exprime au contraire le doute. Est-ce qu'on peut comprendre ça comme étant une volonté de la part de Dostoïevski de ne jamais prétendre atteindre la vérité, de laisser le lecteur juger lui-même? J'en sais rien, c'est juste écrit comme ça. Et j'ai fait très très attention à traduire tous les kazal skarb, c'est-à-dire sembler comme, exactement comme ils sont. J'ai vraiment... Oui, mon travail n'est pas de dire ce que ça veut dire. Ça, c'est votre travail. Mais vous pouvez nous y aider parce que vous avez passé beaucoup de temps à vous confronter quand même au texte. Non, je dis ça sérieux. Mon travail est de permettre une interprétation en essayant d'être aussi factuel que possible. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une opposition entre l'évidence explosive et l'incertitude, et que cette opposition est une gémellité. Et que l'image de la gémellité est l'image même du roman, d'un roman qui s'appelle l'idiot, c'est-à-dire le seul. Et que le seul n'est pas le seul, mais le monde entier. Sauf que, étant le monde entier, il détruit le monde. Et se détruit lui-même. Oui, ça, c'est des choses qui sont des choses factuelles, des choses de structure. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Mais c'est comme ça. Une sorte de sensation lourde de menace passa enfin sur le visage de Nastasia Philippovna. Son regard devenait fixe, dur et quasiment haineux. Pas une minute, il ne quittait la visiteuse. Aglaya restait visiblement troublée, mais elle dominait sa peur. En entrant, elle avait à peine regardé sa rivale et pour le moment, elle restait toujours les yeux baissés, comme en train de réfléchir. 2 fois, comme sans faire exprès, elle parcourut la pièce du regard. Le dégoût s'exprima visiblement sur son visage, comme si elle avait peur de se souiller, ici. Elle ajusta machinalement sa robe, et même une fois, prise d'inquiétude, elle changea de place, se repoussant vers le bout du divan. Sans doute elle-même n'avait-elle pas conscience de tous ses gestes, mais plus ils étaient inconscients, plus ils étaient blessants.
À la fin, elle darda un regard ferme et droit dans les yeux de Nastasia Philippovna, et elle lut tout de suite très clairement ce qui luisait dans le regard aigri de sa rivale. La femme avait compris la femme. Aglaya tressaillit. Зачем же порхаю, милая, и теряю опять покой? Ах, зачем же порхаю, милая, и теряю опять покой? André Markovitch, le prince Mychkine est peut-être idiot, il est peut-être le Christ, mais en tout cas, il est également amoureux. Et cet amour qui le divise entre d'un côté Nastasia Philippovna et de l'autre Aglaya, crée une structure, il me semble, qui est plutôt d'ordre ternaire. On a là ce trio. Et les deux femmes elles-mêmes vont essayer, en tout cas Nastasia Philippovna va essayer d'intervenir et de faire en sorte que le prince et Aglaya puissent s'épouser. C'est un trio qui est un quatuor, puisqu'il y a toujours par derrière le regard de Rogojine. Donc, là encore, c'est une autre façon de prolonger le thème du double. On a une structure en triangle, Aglaya, Nastasia, Mychkine. On a une autre structure en triangle, Nastasia, Rogojine, Mychkine. Mais voilà, ça donne rien. Pourquoi Nastasia refuse d'épouser le prince ? Lorsque Nastasia réunit ses prétendants et qu'elle doit décider de l'homme qu'elle va épouser, chacun des bons arguments, le prince la demande en mariage. En fait, et elle lui dit que le prince est le seul homme le seul vrai homme qu'elle ait jamais rencontré. Mais parce qu'elle ne peut pas se supporter elle-même. Parce que voyant le prince, elle se voit elle. Et que ça, c'est absolument impossible. Pour elle. Elle ne peut pas. Elle se voit. Elle se voit elle-même, donc elle-même a accès à son propre reflet alors. C'est un reflet qui la tue. Elle se voit, elle meurt. C'est ce qui arrive. Donc elle se voit dans Rogojine, puisque c'est Rogojine qui la tue. Rogojine la tue physiquement. Ça, c'est rien. Dès qu'elle a vu Mychkine, elle sait qu'elle ne peut pas vivre. Et elle reste encore vivante. C'est bien pire. Et que se passe-t-il lors de cette rencontre, lors de cet échange de regards, puisque vous parliez de l'importance du regard. Le prince lui dit, je sais que vous avez souffert, mais malgré tout, vous êtes resté pur et je le vois en vous. Il y a ce mot absolument terrible et compliqué, même du point de vue idéologique, de pitié. Est-ce que c'est la compassion? Est-ce que c'est la pitié? Est-ce que c'est la... Bon, je pourrais pas expliquer, je pourrais pas, moi, parler de ça, mais la pitié du prince, c'est-à-dire son amour malgré la déchéance, disons ça comme ça, puisque Nastasia a été violée quand elle était enfant, finalement, par Totski, et qu'elle porte cette tâche, elle porte cette tâche, alors que Totski, finalement, s'en sort, bref, tranquille. Et quand le prince lui dit « mais vous n'êtes pas coupable », elle comprend que la question n'est pas celle de la culpabilité, mais de la souillure. Quelle différence? C'est à vous de dire. Cette question de la culpabilité et de l'innocence est très importante dans ce roman, puisqu'on a l'impression que justement, que la culpabilité n'est pas forcément affaire de souillure, c'est-à-dire que l'on peut être coupable sans avoir agi de manière mauvaise, sans avoir été coupable dans les actes. Bien sûr, non, mais il y a la culpabilité, comment vous dire, naturelle
et tranquille de Trotsky et du monde social, du général Epanchin, etc., etc., etc. Ça, c'est une chose. Et puis, elle fait d'être coupable d'être. Comme une culpabilité originelle qui entacherait chaque être humain. Voilà. Être coupable d'être dans le monde. Ça, c'est le prince Mishkin. Ça, c'est une chose. La souillure est un sentiment intérieur. Je ne parle pas de... Elle a été souillée par... Elle se sent souillée, elle. Ça n'a rien à voir. Elle se sent impossible. Impossible. Se sentir impossible soi-même, je ne sais pas comment expliquer ça. En tout cas, cette importance de la culpabilité, de l'innocence, de la culpabilité contre laquelle on ne peut rien, la culpabilité dont on est victime, qu'incarne bien Anastasia Philippovna, explique peut-être aussi l'importance de ce registre de l'enfance chez Dostoïevski et également dans Le Prince, puisque Le Prince est souvent comparé à un enfant et lui-même parle de son amour pour les enfants, de cette innocence. Peut-être que l'enfance chez Dostoïevski, il a cette nostalgie d'une forme d'innocence, où l'homme ne serait pas encore souillé. Oui, je pense que c'est d'ailleurs une des parties les plus faibles du roman et de l'idée de Dostoïevski. C'est-à-dire d'imaginer que les enfants sont purs. Disons, c'est une façon rassurante de voir les choses. Et d'ailleurs, elle n'est pas compatible avec le fait que la culpabilité serait inhérente à l'homme dès sa naissance. Oui, non, bon voilà. Il y a dans l'idiot un thème très important, qui est le thème de l'enfance, qui apparaît au début, dans le premier livre de l'idiot, dans l'histoire de Maria. Voilà, un thème qui va être développé dans les Karamazov, qui est un roman sur l'enfance. Bon, voilà, et d'imaginer que dans l'enfance il n'y a pas de culpabilité, ou il n'y a pas de... Bon, voilà. Mais est-ce que l'idée finalement n'est-elle pas de voir que en deçà même de la faute et de l'innocence, il y a un niveau où la vie immédiate, immanente à l'individu réel, est supérieure à toute idée. Où il y a, il me semble, ça, on comprend ça, on voit ça en lisant L'Idiot notamment, et d'autres romans de Dostoïevski, où la vie est supérieure à l'idée, où l'expérience et le bonheur même de la vie, le fait d'être en vie, c'est ce que dit Mishkin, puisque c'est vraiment, au sein de ces crises d'épilepsie, c'est la conscience et la présence de la mort qui le rend vivant, qui le fait vouloir autant apprécier la vie. Et il me semble qu'on a cette idée-là, que la vie dépasse l'idée. Oui, vous savez, je n'avais pas réfléchi à ça comme ça. Je vais essayer comment vous dire, de dire ce que je pense comme ça. Il y a 3 niveaux, en fait. Le premier niveau, c'est le niveau de l'idéologie. C'est-à-dire qu'on pense que l'idée est supérieure à la vie. Dostoïevski, très souvent, dénonce ça, mais lui-même tombe dans ce travers-là, que l'idéologie est supérieure à la vie, avec une idéologie très souvent nationaliste, raciste, absolument détestable. Enfin, je veux dire, orthodoxe, barbu, enfin, toute chose très détestable. Le deuxième niveau, c'est le niveau que vous dites. C'est-à-dire cette espèce de vie vivante de l'instant présent, qui n'est jamais donné, mais qui est toujours gagné. Et ce niveau-là, chez Dostoïevski, est d'une force telle, la description de la force de la vie à l'instant donné, qui est une des bases de l'idiot, puisque je veux dire, qu'on se souvienne d'abord de l'épilepsie, après de la façon dont Dostoïevski décrit la façon dont, la peine de mort, et ainsi de suite. Ça, c'est le deuxième niveau. Mais il y a un troisième niveau. C'est le niveau poétique. Je veux dire, la mise en structure des images, qui est le niveau proprement de la littérature. Eh bien, dont je ne peux pas dire qu'est-ce que ça veut dire. Mais c'est absolument clair que le thème du double, dans toutes ses déclinaisons, le thème de l'incertitude dans toutes les déclinaisons, le thème du regard dans toutes les déclinaisons, ont pas un sens, mais une vie en eux-mêmes. Et une profondeur telle
qu'en quelque sorte, ça transcende toutes les idées et tous les instants présents. Ça met les instants présents, si extraordinaires soient-ils, dans une perspective de durée et d'espace encore beaucoup plus extraordinaire. Et c'est ça qui, moi, me fascinait quand je traduisais ça. Comment peut-on écrire une chose pareille? Moi, c'était ça qui me fascinait. C'est-à-dire, comment est-ce qu'un esprit humain peut mettre ensemble, dans un espace mental, qui est l'espace du papier, qui est l'espace de l'imagination, l'espace de la fiction proprement littéraire, des choses pareilles, c'est-à-dire des choses a priori aussi incompatibles, aussi disparates. Et ça, cette espèce de fréquentation de la, mais ça, comment vous dire, de la grandeur humaine, de la grandeur d'un cerveau, c'est quelque chose de fascinant. Et qui est la grande expérience de ma vie quand je travaillais Dostoïevski. Mais c'est hallucinant à quel point c'est bien. Et peut-être même que c'est la forme romanesque qui lui permet d'atteindre. Mais naturellement. D'atteindre ce niveau-là de lucidité et de pertinence quant à la description de l'âme humaine, puisque c'est grâce au roman qu'il peut procéder par description d'impression et non pas par l'impression précède l'idée. Mais bien sûr, c'est le moment où l'impression est mise en structure, c'est-à-dire où l'intrigue devient poème. Le poème étant par définition hors du temps, alors que l'intrigue est par définition temporelle. Ça, c'est un truc... Dostoïevski écrit lui-même dans une lettre à son frère, je crois, que par son idéalisme, il est bien plus réaliste que les réalistes eux-mêmes. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et c'est pas une question de mysticisme, c'est pas une question... Même si pour Dostoïevski, de fait, hein, et là encore, il y a une différence. Pour Dostoïevski, la chose était absolument claire. La fin dernière, c'était la foi orthodoxe et la présence du Christ. Maintenant, même chez Dostoïevski, la foi orthodoxe et la présence du Christ, elle est tout sauf ecclésiale. C'est-à-dire, l'Église chez Dostoïevski est toujours présentée d'une façon très hostile ou très ironique. Qu'on pense au Karamazov, qu'on pense à Crime et Châtiment. Bon. Mais libre au lecteur de ne pas mettre comme fin dernière le Christ ou la foi. Moi, je ne suis pas croyant. Et pourtant, ça a quelque chose qui m'a complètement bouleversé, quoi. Sur cette idée de mise en structure, mise en lumière de chaque instant. Parce qu'il ne faut pas penser que les instants existent pour eux-mêmes. C'est ça qui était grandiose dans les romans de Dostoïevski. Tout correspond, tout est en écho. Toujours. Et ce qui est sidérant, c'est qu'il a improvisé le roman. Il a commencé à écrire. Donc il a écrit en 15 jours la première partie. Il ne savait absolument pas comment se terminait qu'est-ce qu'il y avait à la fin. Mais il avait tous les thèmes, toutes les images. Et il a laissé se développer, je dirais, réellement par l'intuition poétique, au sens le plus fort du terme, les différentes structures qu'il avait mises en place. Et pourtant, on peut avoir l'impression, en lisant le roman, que les personnages... Enfin, disons, peut-être qu'une lecture superficielle du roman verrait dans les personnages des types, des caractères. Le prince Mychkine, c'est le bon, le chrétien qui vient répandre une bonne nouvelle, un message d'amour et de compassion. Rogojine, au contraire, est le vilain, le passionné qui va tuer Nastasia Philippovna. Alors qu'en réalité, et vous en parlez très bien, tous ces personnages-là ne sont que des petites touches, des portraits qui sont obtenus par des petites touches, comme sur une palette. En cela, Dostoïevski est peintre. C'est-à-dire, aucun personnage n'est une chose ou une autre. Et surtout, ils n'existent pas en dehors les uns des autres. C'est ça qui est absolument fascinant. Ils sont tous ensemble pour dire quelque chose, je ne sais pas quoi, mais pour dire quelque chose, pour représenter quelque chose, tous ensemble. Le roman lui-même. Le roman... Et encore une fois, j'insiste sur ça. Dostoïevski parlait du travail du romancier comme d'un travail de poète. C'est Proust, dans La recherche du temps perdu, qui fait dire au narrateur, qui fait
comparer Madame de Sévigné à Dostoïevski. Albertine lui demande, mais que voulez-vous dire lorsque vous dites que Madame de Sévigné a quelque chose de Dostoïevski? Et le narrateur répond, il est arrivé que Madame de Sévigné, comme Elstir, comme Dostoïevski, au lieu de présenter les choses dans l'ordre logique, c'est-à-dire en commençant par la cause, nous montre d'abord l'effet, l'illusion qui nous frappe. C'est ainsi que Dostoïevski présente ses personnages. Leurs actions nous apparaissent aussi trompeuses que ces effets d'Elstir où la mer a l'air d'être dans le ciel. Nous sommes tout étonnés d'apprendre que cet homme sournois est au fond excellent, ou le contraire. Mais je trouve que c'est grandiose, c'est une phrase grandiose. Mais c'est Proust. Merci André Markovitz. Je rappelle donc que vous avez traduit tous les ouvrages de fiction de Dostoïevski en France. Vous avez également publié le théâtre complet de Gogol et ce dernier livre sur Pouchkine qui s'appelle Le Soleil d'Alexandre, le cercle de Pouchkine 1802-1841 qu'on trouve aux éditions Actes Sud. Ainsi s'achèvent les nouveaux chemins, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée à Dostoïevski. Demain, ce sera Jean-Louis Baquès qui viendra vous parler de Crime et Châtiment. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour. Et vous pourrez surtout la télécharger et la podcaster pendant 1000 jours, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins, où l'équipe met en ligne quotidiennement l'émission du jour.
écoutez France Culture, il est 10h50. C'est l'heure de retrouver sans plus attendre Martin Kénéen pour Grand Amphi.